Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invitée est romancière. Son 11e livre est paru pour la rentrée littéraire et vient de remporter le Grand Prix du roman de l'Académie française. Une façon d'aimer, c'est son titre, raconte l'histoire de Madeleine. Enfin un bout, un moment de son histoire de femme d'expatriée au Cameroun à la veille de l'indépendance. Ce moment, la rencontre avec Yves, un administrateur aux allures d'aventurier, aurait pu tout faire basculer de sa vie rangée d'épouse et de mère, mais non. Combien de tournants qui n'en sont pas dans la vie d'une femme des années 50 ? Combien de tournants qui n'en sont pas en général d'ailleurs ? Bonjour Dominique Barbéris. Bonjour. Et bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. On va revenir, Dominique Barbéris, sur ces moments qui ne basculent pas, mais qui quand même laissent une trace. J'aimerais d'abord savoir pourquoi ce titre, une façon d'aimer, en fait c'est ce terme de façon qui me fascine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il faut dire d'abord que ça n'était pas le premier titre choisi. C'est une demande de l'éditeur, c'est ça ? Non, pas du tout. Il y avait une demande de changement de titre. Et c'est moi qui l'ai trouvé. Donc, c'est un titre que j'assume parfaitement. Et il m'est venu à partir d'une phrase qui est plus ou moins citée, d'ailleurs, dans le roman, qui est « Le silence est une façon d'aimer ». Et comme Madeleine est un personnage finalement très silencieux et que j'avais conscience d'avoir tenté un roman sur le silence, en tout cas sur le silence d'une femme, eh bien il m'a semblé que voilà ce lien entre l'amour et le silence, entre un amour qui peut être éprouvé, qui peut être extrêmement vibrant, et le refus de s'exprimer là-dessus, ou en tout cas la discrétion, la pudeur, tout ça me semblait important et il m'a semblé que le titre pouvait convenir. En tout cas, il a convenu finalement. Mais c'était quoi votre titre au départ ? Oh, j'en avais. Trop indiscret. Non, c'est pas trop indiscret. J'avais pensé à un chagrin de femme à partir de la formule de Colette, qui est d'ailleurs citée dans le roman. Que je trouvais très belle, qui est tirée d'un texte de Colette, qui évoque un petit chagrin sec et aigu de femme, à partir justement de la déception ou de l'amour finement ressenti, mais jamais exprimé, d'une très jeune femme. Et il y avait le mot chagrin que j'aime beaucoup personnellement, mais qui pouvait le mot silence, le mot chagrin, ça donne une ambiance. Qui pouvait orienter peut-être le lecteur vers quelque chose d'un peu pessimiste et d'un peu sombre. Donc j'ai compris tout à fait. J'en ai eu un second de titre, si vous voulez savoir. Oui, je veux tout savoir. Voilà. Parallèle 4, parce que j'ai beaucoup rêvé à ce dancing au bord de la mer, et puis que ça rejoignait effectivement les données géographiques qui font que Douala se trouve sur le 4e parallèle. Mais ça paraissait un peu obscur. C'est un peu énigmatique. Voilà. Donc pas très convenant ou convenable comme titre. À quel moment de l'écriture vous viennent les titres ? Vous les notez quelque part au fur et à mesure de l'écriture, ou c'est à la fin vous vous dites voilà, qu'est-ce que j'ai voulu raconter au final ? Je travaille avec un titre provisoire en général, et quand il m'en vient, je change. Voilà, comme de toute façon je fais des dizaines de versions, ça n'a pas grande importance et ça dépend. Là, le titre quand même, bon, comme je vous le dis, en tout cas le titre définitif m'est venu après. Il est arrivé pour mon précédent texte, Un dimanche à Ville-d'Avray, que le titre, mais c'est exceptionnel quand même, m'arrive avant. C'est-à-dire que je veuille écrire un roman pour ce titre-là, qui m'est tombé du ciel un jour, alors que je n'avais même pas réalisé que c'était un souvenir du titre de ce magnifique film que j'avais vu à 17 ans, Les dimanches de Ville-d'Avray. Et c'est bien après que je m'en suis aperçue. Alors c'est intéressant, Dominique Barbéris, parce que vous avez dit que c'est un roman, une façon d'aimer, sur le silence d'une femme. Et pourtant, vous avez cité une chanson et il y a énormément de chansons citées dans votre livre. Vous faites même une playlist à la fin de votre roman. Je vous propose, pour qu'on rentre dans le texte, d'en écouter un petit mix, un petit mélange. Ne pleure pas, bambino. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime dans ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi. Même qu'elle est trop bien pour moi, comme
dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma. Je lui dirai des je t'aime, Madeleine elle aime tant ça. Domino, domino, le printemps chante en moi, Dominique. Le soleil s'est fait beau, j'ai le cœur comme une boîte à musique. J'ai besoin de toi, de tes mains sur moi. Pour nous, l'aventure commence aujourd'hui, puisqu'on se marie. L'amour qu'on se jure n'est pas garanti. Vais-je dire oui? Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Votre roman, Dominique Barberis, Une façon d'aimer, commence précisément par cette chanson de Guy Béart. Pourquoi ce besoin de faire figurer des chansons dans votre roman qui, quand même, je dois le dire, se présente aussi comme une enquête, puisque la narratrice part à la recherche des souvenirs perdus de sa tante, Madeleine, dont on a parlé, qui donc a suivi son mari au Cameroun à la veille de l'indépendance du Cameroun en 1960 et a rencontré Yves, mi-administrateur, mi-aventurier. Les chansons, c'est quelque chose d'un petit peu évanescent, c'est de l'ordre des sentiments, des sensations. On est loin de l'enquête, vraiment de terrain pour reconstituer une vie. Alors, je ne suis pas tout à fait sûre quand même, parce que c'est une enquête aussi sur une époque et qui cherche à resituer Madeleine dans cette époque. Et alors, vous avez parlé de la première chanson qu'on a entendue, et je vous remercie. Elle permet aussi d'encadrer, enfin, en fait, j'encadre la vie de Madeleine entre deux chansons, c'est un peu le hasard. Donc, celle-ci, qui dit la vie d'une femme sage, une histoire sage, qui débute par le mariage. Et puis, la seconde, que j'évoque immédiatement après, qui est cette très belle chanson, Le bal chez Temporel, qui évoque un amour qui a trouvé sans doute son expression au cours d'un bal, et c'est ce qui va se passer pour Madeleine. Donc ça m'avait paru intéressant et amusant d'encadrer la vie de Madeleine, à la fois dans cette époque et dans ces chansons qui sont après tout l'émanation de cette époque. Et il y a autre chose aussi qui a trait aux chansons. D'abord, elles sont liées au fait que mon père en écoutait beaucoup et que moi, elle m'était très familière. Elles sont liées au fait qu'elles portent l'atmosphère d'une époque. Elles sont liées enfin au fait que, et on y revient, que Madeleine est une femme silencieuse, que je parle d'un amour qui ne sera jamais dit, dont elle ne parlera jamais, dont la narratrice recherche des traces, dont elle cherche à reconstituer l'histoire, mais elle a très peu de choses, et que finalement cet amour qui n'est pas dit, il est porté dans le texte, enfin c'est ce que j'ai cherché à faire, par ces chansons qui sont des chansons sentimentales. Et je trouvais qu'il y a cette espèce, au fond, l'amour de Madeleine, il est porté par les chansons, il est porté par le climat étouffant, mais un peu entêtant, de Douala, et ça s'inscrit dans une espèce d'équilibre. Et puis, dernière chose, je trouve que l'écriture a beaucoup de rapport avec la musique, et inscrire le texte de ces chansons, dont effectivement je donne la liste à la fin du texte, mais pas du tout par une nécessité, la nécessité juridique de citer. Exactement, il a fallu payer les droits, et c'est normal. Et voilà, c'était. Alors que moi je l'avais vu vraiment comme une démarche esthétique. C'est vraiment, voilà, si vous voulez prolonger la lecture de ce livre, écoutez toutes ces chansons. Mais c'est vrai aussi, c'est-à-dire qu'elles sont très belles, ces chansons, elles portent quelque chose. Alors, Madeleine, en plus, a une importance considérable, parce que le prénom de Madeleine, je l'ai choisi parce que c'est un prénom d'époque. Parce que j'avais dans ma famille des gens qui s'appelaient Madeleine, de la génération encore avant d'ailleurs, et puis parce qu'il y a cette chanson-là qui parle d'une femme un peu distante, enfin voilà, ça m'amusait de faire cette référence. Et puis il y a une dernière raison, et que je vais donner, pour laquelle j'emploie ce prénom de Madeleine, c'est que j'ai été, quand j'étais jeune, totalement fanatisée par un roman du 19e siècle que personne ne lit plus beaucoup, qui est le Dominique de Fromentin, dont l'héroïne s'appelle Madeleine.
Dominique de Fromentin, je le connais parce il a vécu à Saintes, c'est la ville dont je viens. Exactement. Donc, Fromentin est un auteur. Mais je pense que c'est un rochelais. hasard parce qu'effectivement, c'est quelqu'un Il qui est est très plus peu lu. beaucoup lu. C'était d'ailleurs un peintre surtout. C'est un peintre orientaliste et il est l'auteur finalement de textes sur la peinture qui sont très bien et de ce roman. Qui est un peu vieilli, mais Dominique comme vous, en fait. Exactement, mais Dominique est un homme. Mais je me suis beaucoup identifiée quand j'étais jeune parce qu'il y a un amour de la campagne, un amour du paysage rochelais et une écriture voluptueuse. Alors, vous avez dit, Dominique Barberis, qu'il y avait deux personnages. Donc, il y a Madeleine. Voilà, vraiment, c'est la personne disparue. En fait, c'est l'héroïne, mais qui brille d'une certaine manière par son absence. Elle est morte, d'ailleurs. Voilà, elle est morte au moment où la narratrice écrit et fait cette enquête. Et d'ailleurs, c'est presque sa mort, en fait, qui déclenche cette enquête. Il y a aussi Douala, le Cameroun, en fait, qui n'est pas qu'un décor. Hein. C'est vraiment deux personnages dont l'histoire est en train de basculer. Mais j'aimerais qu'on parle quand même d'un troisième personnage qui est la narratrice. Je me suis demandé pourquoi la narratrice cherche à percer le secret de sa tante, Madeleine. Qu'est-ce qui la porte dans cette quête à partir de photos, à partir de bribes de conversations, de correspondances et de chansons, donc, à vouloir percer le secret de cette femme qui, a disparu et est morte avec son secret? Alors, je pense qu'il y a de sa part, elle est quand même apparentée à Madeleine. Elle la voit peu, d'ailleurs, c'est vrai, de temps en temps, quand elle joue avec sa cousine Sophie. Donc la voit fille de Madeleine. Tante, voilà, elle voit cette tante. Et il y a chez Madeleine non seulement un silence, mais aussi une apparence. C'est une femme coquette qui s'habille et qui, sur les photos que la narratrice a conservé, qu'elle a pu voir, est habillée avec ses robes de l'époque que Madeleine taillait elle-même. Que vous décrivez extrêmement bien, des robes à pois, des jupes parachutes. Parce que ça correspondait à ce que je regardais dans les magazines quand j'étais enfant. Et voilà, il y a beaucoup de ma mythologie personnelle là-dedans. Et que Madeleine, c'est cette blonde un peu, qui se tient beaucoup, qui est comme ça, toujours... Un peu rigide, disons-le. Un peu rigide, habillée dans ses robes très élégantes, a pu fasciner la narratrice au point qu'elle cherche à deviner si derrière ça, il n'y a pas un secret, et au point qu'elle s'y intéresse. Oui. Alors, est-ce que c'est vraiment une enquête? Est-ce que vous appelez pour découvrir le secret? Parce que finalement, est-ce que c'est une enquête qui vise pour la narratrice à découvrir la vérité? C'est-à-dire à se dire... Toute femme est traversée par un secret, toute existence est traversée par un secret, ou c'est de l'ordre du fantasme de la narratrice qui veut se recréer aussi une filiation, une famille, une filiation aussi féminine? Oui, on peut le penser, c'est les deux, certainement. C'est-à-dire enquête, le mot, évidemment, tire après lui des connotations policières. C'est pas une enquête policière. Mais en revanche, c'est un roman qui est construit sur des fragments, sur des indices, c'est vrai. Alors, ses robes, ses chansons, etc., ses photographies de Douala. Et c'est un roman qui tourne en réalité autour d'un personnage énigmatique. Mais bien sûr, il s'agit moins de chercher ce qui s'est passé que de le réinventer et que de parler justement de ce silence auquel se heurtent tous les personnages qui sont au contact de Madeleine, même sa mère. Il y a sa mère, son mari. Il y a deux scènes dans la première partie du roman quand même. Une scène avant le mariage de Madeleine où sa mère, un peu perplexe devant ce mariage qu'elle décide comme ça, un peu brutalement, au fond, n'ose pas trop lui parler parce que ça ne se fait pas, mais sent bien qu'il y a comme une réserve, comme une ombre chez sa fille, et elle essaie de lui parler, elle y renonce, et puis finalement elle pense, elle se débrouillera bien avec ça, voilà. Et puis plus tard, son mari, qui ne l'est pas encore, qui est fiancé, dans une scène où il l'emmène au bord de la Loire, dans un restaurant le soir, et tout à coup, alors qu'il essaie de lui prendre la main, Madeleine s'assombrit, retire sa main et lui aussi est perplexe et il n'y a pas d'explication non plus. Et je pense qu'on ne peut pas
aller au bout de l'explication. Et il se console ou il explique ça avec un lieu commun. Elle est nerveuse, les femmes le sont toutes. Et finalement, personne n'arrive à percer cette réserve de Madeleine. Yves Prigent, qu'elle va rencontrer, pour lequel on devine qu'elle éprouve quelque chose, n'ose même pas prononcer le mot d'amour avec elle, puisqu'il lui dit à un moment, c'est le plus qu'il lui dira, j'ai beaucoup d'affection pour vous. Et au fond, c'est ça qui m'intéressait avant tout. Dominique Barberis, on va écouter l'archive d'un grand écrivain que vous aimez beaucoup, il me semble, et qui justement parle lui aussi d'une de ses héroïnes. Je crois que Thérèse est l'une de ces femmes dont je parlais dans notre dernier entretien, qui sont différentes essentiellement de leur milieu natal, qui, par le fait de leur naissance dans une campagne perdue, dans une société très restreinte, n'ont pu choisir leurs compagnons et n'avaient aucune chance de trouver des êtres pareils à elles, et qui par conséquent se trouvent en fait, et ce n'est pas une image, emprisonnés derrière des barreaux vivants. François Mauriac, en 1952, l'auteur de Thérèse d'Équerroux, qui est paru en 1927 et qui parle de son héroïne comme enfermée derrière des barreaux. Est-ce que vous aviez cette référence en tête, Dominique Barberis, quand vous avez tracé le portrait de Madeleine, ou finalement, est-ce que c'est pas un portrait assez banal de femme de cette époque, c'est-à-dire un petit peu décalé par rapport à son milieu, qui aspire à plus mais qui n'en a pas les moyens, qui n'en a pas la possibilité? Alors c'est vrai, très intéressante cette archive. Alors effectivement, le personnage de Thérèse d'Esquerroux, c'est pour ça que j'en ai fait une lecture de Madeleine, me paraît intéressant, et ce qu'il en dit évidemment me parle. Une femme qui n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait, qui se trouve un peu emmurée vivante. Je crois qu'il y a ça assonne beaucoup avec le personnage de Madeleine, c'est vrai. En même temps, relier ça à l'époque. Alors, Madeleine lit ça parce qu'elle est de son époque, mais je crois que il y a toujours, enfin, c'est aussi un peu l'option que j'avais en écrivant, ou en tout cas l'idée que je pouvais avoir, il y a toujours des femmes emmurées vivantes, c'est-à-dire qui rêvent quelque chose qu'elles ne pourront jamais avoir. Et je crois que Madeleine, bien sûr, elle attend autre chose que ce que la vie lui a donné, que peut-être Yves Prigent lui donnerait, puisqu'il lui offre tout à coup le romanesque, cet homme qui s'avance vers vous, voilà, qui vient vous chercher au bord de la piste, où elle est réellement et métaphoriquement aussi, parce que c'est quelqu'un qui est toujours au bord, qui n'arrive pas à s'intégrer, qui lui dit « ça n'a pas d'importance que vous ne dansiez pas, je suis là pour ça ». Bon, voilà, c'est magique, mais peut-être aussi qu'elle sait que le romanesque n'est pas de ce monde. Et j'ai aussi voulu parler de ça, j'ai voulu parler de ces femmes rêveuses. Je pense qu'il en existe toujours, probablement j'en suis une, qui rêvent, qui pensent que la vie est ailleurs et que de toute façon la réalité ne leur donnera jamais ce qu'elles espèrent. Et il y a ça aussi chez Madeleine. Donc le secret de Madeleine, c'est la déception, la frustration? Non, c'est l'attente. C'est l'attente, c'est Duras aussi qui dit quelque part que les femmes sont faites d'attente. Et je crois que cette attente-là, elle ne finit pas. En tout cas, je ne dis pas que Madeleine se résume à ça, mais que peut-être c'est aussi ce qui caractérise Madeleine. S'il y a de l'attente, c'est qu'il y a de l'espoir? Ou alors c'est désespéré? C'est une attente désespérée? Non, c'est une attente. C'est l'idée que, je crois que c'est Duras qui le dit, qu'aucun amour au monde ne peut tenir lieu de l'amour. Et c'est peut-être ça, et c'est l'idée que, voilà. Alors on peut tout lire derrière ça. Moi, je suis une grande lectrice de La Princesse de Clèves, et j'ai pensé aussi
à la princesse de Clèves, très modestement, parce que pour moi c'est un texte majeur, mais c'est un texte dans lequel on voit aussi une femme très jeune, plus jeune, qui ne parle pas, ou très peu, qui écoute, qui cherche à s'orienter et qui, lorsque les choses deviennent possibles, finalement, y renonce. Et je trouve ça très, très émouvant et je trouve qu'il y a dans ce renoncement une grande beauté. Et une grande tristesse aussi, une grande mélancolie, parce qu'on pense à Madeleine. On est touché par elle en fait et on sent que la narratrice aussi elle a presque envie de réparer quelque chose, de lui rendre honneur en lui disant tu étais animée d'un secret, je ne le connaîtrais peut-être pas, c'est peut-être du fantasme, mais je le sais, je me suis intéressée à toi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je suis touchée, c'est vrai, personnellement, par ces femmes, et au-delà de ces femmes, ces êtres qui sont discrets, qui ne parlent pas, qui ne font pas beaucoup de bruit, mais en qui on devine une intensité présente, une vibration. Et c'est vrai que on peut dire que j'ai fait un livre sur pas grand-chose, sur un amour qui aurait été possible, mais qui n'a pas eu lieu, sur un pays, qui n'est plus ce qu'il était et qui est en train de finir, sur des traces très très ténues, mais il y a là-dedans, et dans une femme comme Madeleine, une espèce de vibration que peut-être seule l'écriture peut dire, parce que pour arriver à exprimer justement cette vibration qui reste sous cloche, il faut tous les moyens de l'écriture et c'est ce que j'ai essayé de lui donner. C'est quelque chose qui me fascine, Dominique Barbery, c'est justement d'écrire sur ce pas grand-chose, c'est-à-dire sur un presque rien. Oui. Et aussi, d'une certaine manière, on pourrait le dire sur l'ordinaire, parce qu'on parle de ce roman, Une façon d'aimer, mais c'est presque rien. Ces moments qui auraient pu tout faire basculer, mais qui en fait sont restés à l'état d'ébauche, en fait sur tous les possibles, sur tous les ratés de l'existence. Ça nous concerne tous, ça concerne les femmes des années 50, mais aujourd'hui les hommes des années 2020. Les hommes d'aujourd'hui, je pense, oui. Comment on fait pour trouver, pour cerner par l'écriture, vous l'avez dit, il y a tous les moyens sont possibles de l'écriture pour décrire ça, mais quand même c'est presque rien à décrire. Où est l'épaisseur ? C'est un enjeu qui me fascine. Je suis une grande lectrice de Flaubert et une admiratrice enragée de Flaubert. On pourra faire votre bibliographie aussi à la fin, parce que Princesse de Clèves... On la mettra sur le site internet. Et Flaubert me touche précisément dans ce rapport au silence, qui est au cœur de son écriture. Et je dirais que c'est ça qui m'a conduite à écrire. Ça et aussi la manière dont il arrive à nous placer devant les choses muettes, de faire ressortir comme ça des moments, des détails. C'est ça qui m'intéresse. Et je dirais que mon travail commence là. J'ai un territoire dans l'écriture qui est finalement assez exigu, mais il y a aussi, je suis une grande descriptive aussi. Oui, des atmosphères, des ambiances, voilà. Et pour arriver à cerner ce que Merleau-Ponty dit admirablement en une formule, en parlant du monde sensible, ce qui est évident en silence, en fait, c'est là que je commence à travailler, moi. C'est-à-dire, c'est là qu'est mon enjeu, essayer de restituer ce qui est évident en silence. Et de là, mon travail sur l'écriture. On trouve souvent chez vous, Dominique Barbery, des descriptions de fin d'après-midi, de fin d'été. Je me trompe pas? Non, pas du tout. Je suis obsédée par l'arrivée du soir. Et pourquoi? Mais je ne sais pas, parce que je pense que j'ai une espèce de sensibilité épidermique au changement de l'atmosphère. Et qu'avec la nuit, avec l'arrivée du soir, quelque chose tombe dont je n'arrive pas à me remettre. Et j'avais lu, ça fait très longtemps, je devais avoir 18-19 ans, et attachée déjà à m'intéresser un petit peu à l'Afrique, j'avais lu
ce roman d'Empateba qui s'appelle L'aventure ambiguë. Et il y a une conversation qui parlait de l'Africain et qui disait l'Européen, voilà, pour l'Européen, quand le soir tombe, et ben voilà, il sait que le jour va revenir. Mais pour l'Africain, alors vrai ou pas vrai, mais l'idée m'avait paru extrêmement belle, il ne sait pas si le soleil va revenir, si le jour va revenir. Et je crois qu'il y a quelque chose de ça chez moi, qui a cette sensibilité-là et une espèce de chagrin terrible qui s'abat sur moi avec la tombée du soir et dont je parle effectivement dans mes livres. Et ce qui me fascine aussi dans le climat de Douala, et c'est cette arrivée brutale comme ça de la nuit. Mais qui est très habitée, vous le décrivez très bien, parce qu'il y a des, bruits. Oui, elle est pleine de présence. Il y a la radio des voisins. Oui, c'est-à-dire que j'ai beaucoup rêvé, à partir de la vie de mes parents. Parce que vous êtes né au Cameroun, je suis née au Cameroun. Votre père a travaillé là-bas. Oui. Donc, vous avez été familière de... Non, moi j'en suis partie, j'avais 1 an et demi. Ah non, oui, d'accord. Je n'ai aucun souvenir, mais j'ai beaucoup rêvé à ce que c'était que d'être dans ces maisons qui étaient quand même entourées de végétation. Il n'y avait pas beaucoup de lumière, il y avait ces lampes à pression autour desquelles tournaient les moustiques. Et finalement, mon paysage africain, il n'est pas fait avec grand-chose, mais il est fait avec le retour assez obsédant de ces motifs-là. Alors, il y a les femmes secrètes, discrètes, il y a la tombée du soir, et puis il y a les hommes mystérieux aussi chez vous, Dominique Barbéris. Voire inquiétant. Voilà, c'est ça, je veux dire, mais presque dangereux. Voilà, est-ce qu'on peut dire que c'est ça un petit peu la typologie de vos personnages? On peut le dire, oui, parce qu'un certain nombre de mes romans, notamment l'avant-dernier, un dimanche à Ville d'Avray, oui, évoque le glissement comme ça d'une femme, pareil, discrète et rêveuse, vers une relation un peu dangereuse avec quelqu'un qu'elle ne cerne pas bien et qui l'entraîne pour marcher autour des étangs de Ville d'Avray. Et qu'est-ce que vous vouliez dire avec voilà, que justement ces moments cette frontière ténue, il existe une frontière ténue entre le mystère et l'inquiétude? Oui, je crois que on vit au bord peut-être que je vis au bord d'une inquiétude, ou en tout cas peut-être que je veux parler de ça. Oui, je crois on peut toujours être au bord de basculer dans quelque chose de dangereux. En tout cas, j'aime ces zones frontières, et j'ai même des romans aussi qui se situent à des frontières géographiques qui indique la lisière de quelque chose. Et si j'aime le passage, j'aime ou j'appréhende le passage du jour à la nuit, c'est aussi que c'est une forme de frontière. Et est-ce que vous pourriez dire, Dominique Barbéris, que vous trouvez à la frontière d'un genre qui est quand même presque le genre policier, c'est-à-dire dont les personnages sont doubles, sont toujours potentiellement criminels, inquiétants dans le genre policier. Dans le genre policier, pas dans vos romans. Est-ce que vous rêvez pas un petit peu à Agatha Christie finalement? Je ne sais pas, je n'écris pas de romans policiers, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette inquiétante étrangeté des êtres et cette inquiétante étrangeté du monde. Je crois que je ne les sépare pas. Et c'est pour ça que je tourne toujours, ou en tout cas que des schémas parfois vaguement policiers, je pense à un de mes romans, Quelque chose à cacher, m'aident aussi à exprimer cette inquiétude et cette étrangeté, du monde. Je pense que, le monde, les gens se présentent à moi comme un peu opaques, énigmatiques, et c'est ce que j'essaie d'exprimer, ouais. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de percer le mystère? Non, peut-être pas, parce qu'il y a quelque chose de très, plus intéressant, de presque délicieux. Je suis aussi une grande lectrice des romancières anglaises, et j'aime me faire peur dans mes romans, oui, bien sûr. Vis-à-vis du temps, j'ai une sensation, si vous voulez, que les temps se superposent, c'est-à-dire que le passé se superpose au présent, et j'ai une sorte de sentiment. Le sentiment que j'ai du temps, c'est pas une nostalgie, c'est l'impression qu'il y a une sorte de temps immobile, enfin que tout se surimpressionne, le présent, le passé, même l'avenir, tout ça forme une surimpression en fait.
C'est pas du tout d'ordre intellectuel, c'est une sorte de sensation presque physique que j'éprouve maintenant, que j'avais pas éprouvé quand j'étais plus jeune, mais c'est pas à la recherche du temps perdu, c'est le sentiment qu'il y a une sorte que le temps s'arrête. Enfin, c'est très difficile à expliquer. C'est plutôt cette sensation c'est même pas retrouver le passé, c'est arriver à une sorte de présent éternel. Enfin, c'est une sensation très étrange, comme si le temps s'était arrêté. C'était la voix de Patrick Modiano sur le temps. C'était dans France Culture Radio Libre en 2010. C'est intéressant la manière dont Patrick Modiano, Dominique Barberis parle du temps parce que il cherche même ces mots. On voit bien à quel point c'est difficile d'exprimer cette superposition des temporalités. Mais un petit peu comme vous, Dominique Barberis, avec tous ces moments au bord. Vous avez insisté sur Madeleine, votre héroïne qui se tient au bord de la piste de danse, au bord de sa vie, sur toutes ces lisières, ces frontières. Je trouve très beau, très belle plutôt, cette hésitation sur les mots, parce qu'elle nous montre à l'évidence ce qui est au cœur de l'écriture. C'est-à-dire, il est impossible d'exprimer de manière logique et clairement formulée ce qu'on cherche parfois. Et pour revenir sur le temps, c'est vrai que mes romans parlent aussi beaucoup et essentiellement du temps. Ils sont souvent tournés vers le passé. Et peut-être, en ce qui me concerne, ce glissement du temps qui m'effraie terriblement et que j'essaie parfois, ces moments de suspens aussi, alors que tout va glisser. Oui. Et vous voulez faire quoi avec l'écriture? Les rattraper, les inscrire, les figer? Non, les faire sentir ce mouvement du temps, ce que j'essaie de faire, notamment à la fin du roman, où finalement le reste de la vie de Madeleine est évoqué d'une manière assez accélérée, comme renvoyer au regret de ce qui n'a pas eu lieu, renvoyer à l'acceptation aussi émouvante de ce qu'a été sa vie à elle, l'amour aussi qui l'a unie à sa façon à son mari, et dans cette espèce de glissement que j'ai essayé de restituer dans l'écriture passe, je crois, beaucoup de ce que je veux dire du temps, de l'impuissance où nous sommes à le dire parce qu'il nous traverse, il nous transporte. Patrick Modiano dit le mot nostalgie. Qu'est-ce que ça représente la nostalgie pour vous? Est-ce que c'est quelque chose de positif? Est-ce que c'est quelque chose qui vous rend triste? Comment vous l'appréhendez? Non, je crois que je suis nostalgique par essence et je pense toujours à propos de la nostalgie, elle me fait écrire et je pense toujours à propos de la nostalgie à ce texte magnifique de Yankelevitch dans lequel il montre que la nostalgie est proche de l'amour. Elle n'a rien de rationnel. C'est-à-dire que le vrai nostalgique, j'aime beaucoup ça, n'est pas celui qui va regretter la Côte d'Azur ou Monaco ou Venise, mais celui qui va regretter un lieu que personne ne voit, qui n'a aucune beauté, qui n'en a que pour lui, parce que finalement, la nostalgie, elle a à voir avec le temps. Ce que regrette le nostalgique, c'est le temps quel qu'il ait été. Et je trouve ça très, très beau, très juste. Et finalement, en me penchant sur quelqu'un comme Madeleine et sur cette époque, c'est ça aussi que je veux dire. Vous avez parlé des hésitations, Dominique Barberis, à dire. On l'a entendu avec Patrick Modiano, vous aussi à propos de ces frontières, de ces lisières, mais vous êtes écrivaine, donc vous hésitez peut-être à dire, mais vous n'hésitez pas à écrire. L'écriture, c'est un travail douloureux justement à cause de ces hésitations. Vous avez parlé tout à l'heure de diversion du texte, c'est ça ? Oui, mais quand je dis 10, je suis assez loin de la vérité. Plutôt 20. Oui, oui. C'est-à-dire que je travaille par fragments. Et que ensuite, j'ai une vague idée, quelquefois pas du tout, et que tout ça s'organise selon une cohérence probablement très profonde et qui n'apparaît qu'à la fin, où parfois je peux articuler les morceaux du texte de manière très rapide, mais au bout de 2 à 3 ans de travail. Et oui, c'est douloureux parce qu'arriver à une expression juste, ou à, comme dirait Ponge, et cette fois, je vais chercher du côté des poètes une expression réussie, c'est un travail énorme. J'ai l'impression
moi qui suis très bavarde, de parler toujours à côté, et ça n'est qu'en écrivant que j'arrive à dire les choses, mais au prix d'un travail extrêmement laborieux, au prix, ça fait presque 30 ans que j'écris, au prix d'une mise au point de ce que j'appelle pour moi-même l'instrument, au prix d'une discipline. Je pratique beaucoup la danse, je l'ai beaucoup pratiquée. J'ai beaucoup d'admiration pour les danseurs et pour ce travail de la barre qui va finir par leur faire produire un geste juste. Voilà, et c'est pareil dans tous les arts. Et je pense que le roman en est un, et c'est pareil dans l'écriture. Oui. Comment vous savez que vous avez trouvé le mot juste, la formule juste? Alors, j'écris, je réécris. Quelquefois, j'écris 3 pages, il ne restera que 3 lignes. Donc, c'est un travail infini. Alors, quand est-ce que je sais que je suis arrivée à la justesse? Eh bien, quand, ayant posé le texte pendant un certain temps sans y revenir, le relisant, il me renvoie l'émotion qui était la mienne quand j'ai tenté de l'écrire. Ça, c'est le moment où vous vous dites... Voilà. Là, et je ne donne mon texte que quand je suis parfaitement satisfaite. Et je dirais... Non, pas peu importe les retours que j'en ai, je suis très heureuse des retours que j'en ai, mais avant tout, il s'agit d'une justesse par rapport à moi. Mais est-ce qu'on est vraiment satisfait de soi, Jamais. Barberis? Même avec un grand prix du roman de l'Académie française. Même avec un grand prix du roman de l'Académie française. C'est une reconnaissance. C'est, comment dire, la certitude que j'ai touché des gens, que mon travail n'a pas été vain. Mais évidemment, ça n'élimine aucun des doutes que je peux avoir, ni surtout les doutes que je peux avoir quant à la qualité de ce que je vais écrire après. Merci beaucoup, Dominique Barberis. Merci beaucoup à vous. De vous, on peut donc lire Une façon d'aimer. C'est très beau, lisez-le. Vous allez voir justement l'attention portée à l'atmosphère, aux détails. C'est disponible aux éditions Gallimard. Pour finir, Dominique Barberis, vous avez le choix entre 2 chansons. Soit vous pouvez écouter une chanson sur Nantes, d'où vient votre héroïne, soit une chanson sur Douala, où va votre héroïne. Laquelle vous choisissez? Vous allez choisir Barbara? On ne dit pas, c'est peut-être autre chose sur Nantes. C'est peut-être autre chose. Alors prenons plutôt dans ce cas une chanson sur Douala. Alors chanson d'un chanteur qui vient de Douala. There are people in town, man, crazy people in town, eating bread and butter and honey and drinking black coffee cola. They believe we are wild, man, they believe we are wild, just because we don't use any money and we drink no coffee cola. But if you could go and see how they live, then you discover how savage they are, so much wilder than we. Ma première lectrice. Un grand merci à l'équipe des Midi de Culture qui sont préparés par Aïssa Touendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vigne et Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Selle. À la réalisation, Margot Page, prise de son Étienne Rouge. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page de l'émission et sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain. À demain Géraldine.